Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ce dimanche, l'invitée de la reine, celle qui descend dans l'arène, est une femme politique, Patricia Tomaino Damjoya est son nom. Elle est une femme politique, elle est surtout élue de la nation à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais, et une chambre basse qui a créé la chronique à l'occasion de la session parlementaire qui vient de s'achever. Elle est donc agricultrice, elle est homme politique, rédige, femme politique, elle est également une femme qui a pignon sur la place camerounaise. Son parti politique est l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, et justement, le Noun est le département, le fief de cette formation politique. Découvrons, si vous voulez, redécouvrons nos protagonistes ce soir, c'est sous la plume de Delphine Fonfou. A tout de suite. Ce soir, c'est Noël en cadeau sur la reine. Et le cadeau, c'est elle, Patricia Tomaino Damjoya. Ne l'appelez pas la dame de fer, mais c'est tout connu. Née en janvier 1969 à Yaoundé, Patricia Tomaino Damjoya faisait déjà la politique avant sa naissance, puisqu'elle fera partie en 1991 aux côtés des tenants des libertés et droits politiques des marcheurs. Titulaire d'une maîtrise en droit public, cet entrepreneur devenu entrepreneur politique de premier plan aime le café, une passion qu'elle cultive et partage. Elle partage également l'écriture avec notamment ses 2 ouvrages Coquelicot, de l'espoir dans lequel elle dit l'histoire de son grand-père, Angelo Tomaino, mais aussi les élections bancales. C'est tout dire. Face à cette lionne indomptable de la politique, un lion de l'analyse sociopolitique, Soulé Onohiolo, grand reporter au quotidien Le Messager, il conseille aussi le directeur de la publication une vingtaine d'années de fidélité et de loyauté. L'une des plus grandes gueules camerounaises. Attention surtout de le prendre pour le fou du roi. Lui, il fait son baptême de feu ce soir, Ludovic Amara. Chose décidée, il est le chef service politique du quotidien Mutation. Diplômé du Centre de recherche et d'études politiques et stratégiques, Ludovic Amara poursuit actuellement ses études à l'ESTIC. Basta pour le ton qu'il a fait au tribunal le 31 mai 2017. Pour le reste, le duel ce soir sera l'affaire de Saint-Éloi Bidon. Il sera alors face à votre invité principal, Ghislain Pierre Essonneau. Le monde vous écoute et vous regarde. Merci Delphine, et à dimanche prochain pour replanter le décor de l'émission La Reine. Je vais commencer par accueillir les confrères qui vont nous accompagner pendant cette aventure de 90 minutes ce soir. Soulé Onohiolo, qu'on ne présente plus. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je dois vous appeler monsieur ou bien je mets simplement Ghislain Pierre Essonneau? Et à votre guise. Ok, bonsoir Ghislain Pierre Essonneau, et je voudrais quand même dire aussi bonsoir à un garçon, un excellent talentueux de l'outil internet qui s'appelle Cédric Fola. Je crois qu'il fait un très bon travail, il a l'habitude de vous suivre également. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, tous les membres du forum Le 4e Pouvoir, avec l'excellent, n'est-ce pas, Apollon Aimé, je crois, Aimé Kana, Nganka, c'est comme ça. Mais je voudrais dire une chose, parce que vous l'avez dit. Après les dédicaces? Non, je voulais dire, non, ça rentre. Je voulais dire une chose, parce qu'en ce moment, pendant que nous entrons en studio, il y a un débat qui a cours. Au forum communicateur PMA, où les gens pensent que nous ne sommes pas en direct. Je voulais leur dire que Amadou Bello, par exemple, a demandé de donner l'heure. Il est exactement 20h42. On peut avoir un problème d'1 ou 2 secondes, mais je crois que nous sommes à 20h42, moins de 20h45. Et en ce moment, je crois à l'honorable que vous présenterez, que nous avons attendu pendant quelques minutes parce qu'elle revenait de la fête du café à Fumban. La preuve c'est qu'elle a une tasse de café. J'imagine que nous aurons aussi le même café. Non, je ne vais pas introduire. Non, c'est simplement pour dire et rassurer les uns et les autres que nous sommes en direct et tout ce que j'ai décrit fait partie du direct. Tout à fait, c'est le décor que vous plantez si bien. Ludovic Amara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef du service politique au quotidien à Capitaux Privés et Mutation. Bienvenue dans les studios de Canal International. C'est la grande première pour vous. Baptême du feu, comme l'a précisé notre concert tout à l'heure. C'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver ici
j'espère passer un moment très instructif avec l'honorable Ndamjoya. Et puisque vous parlez de l'honorable Tomaino Patricia Ndamjoya, je m'en vais immédiatement l'accueillir. Honorable, bonsoir. Vous allez préférer qu'on vous appelle député, honorable, quelle est l'appellation qui vous sied le mieux pour que tout le monde s'en habitue, s'en accoutume? Comme il vous siera. Bonsoir Monsieur Essono, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Arène. Bienvenue, parce que c'est à tout un autre honneur. Vous êtes parti de Fumban ce matin. C'était pour la fête du café, de l'agriculture. En fait, je suis partie en début d'après-midi parce que c'était difficile pour moi, comme je vous l'avais dit. Depuis avant-hier, nous avons lancé la fête du café comme tous les ans. Cette année, le thème c'était The Test of the Harvest, c'est-à-dire goûter la récolte. Et donc, c'était à Fombot et à Kotaba avec nos partenaires, le monastère. Hier, c'était à la plantation à Damou Ndamjoya. Vous l'appelez Adamou Ndamjoya? Je vous dis que c'était à la plantation Adamou Ndamjoya. C'est une appellation. Donc, nous avons visité les champs, on a vu les caféiers et découvert des unités de décortiquage de café. C'était très instructif. Il y avait beaucoup de participants qui sont privilégiés, c'est-à-dire les agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est sensibiliser, les éduquer par rapport à des thèmes. Et bien sûr, on déguste beaucoup de café. Tout à fait. Bienvenue donc sur le plateau de l'Arène. Vous promettez de ne rien cacher ce soir, honorable, comme à l'accoutumée? Je ne sais pas ce que vous voulez que je cache, mais ça dépendra. Si vous voulez que je vous montre, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Donc, à la limite des choses montrables. Bienvenue dans l'arène, honorable. Ainsi, le décor est planté. On se retrouve juste derrière après cette transition pour engager les hostilités. À tout de suite pour la suite. Allez, les débats sont ouverts sous Léono Yolo et Ludovic Amara. Mais première question, je m'en vais la poser à l'honorable Thomas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour qu'on en arrive à ce qu'on vous voit en train de jeter ce matériau? D'abord, c'était dirigé contre qui, ce matériau? C'était pour exprimer quoi, honorable? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Si vous le voulez bien, il est important que je plante le décor. Tout à fait, oui. Nous étions en session budgétaire. Comme tous les Camerounais au moins le savent, en novembre, c'est le vote de la loi des finances dans notre pays. Nous avons 3 sessions par an et celle-là est consacrée au vote du budget. Et donc, nous étions à la séance plénière d'adoption du projet de la loi de finances. Et vous savez que c'est une phase très importante de la vie des parlementaires parce que, comme je l'ai toujours dit et comme c'est important de le redire ici, les parlements du monde sont nés après qu'il a fallu lever l'impôt et donc il fallait un contrôle et donc c'était important pour toutes les finances de l'État de pouvoir être surveillées, contrôlées par le corps de parlementaires, d'élus. Ici au Cameroun, nous avons une tradition. Le Premier ministre vient à l'Assemblée pour présenter le programme financier, économique et politique du gouvernement. Et pour nous, cela participe un peu de l'information budgétaire un peu. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a des règles pour adopter un budget. Il y a des délais qu'il faut respecter, il y a le temps imparti pour l'examen. Alors, si on revient en amont, les délais n'ont pas été respectés, c'est ce qui a provoqué votre recours. La loi du Cameroun, c'est-à-dire le nouveau régime financier que nous avons adopté en 2007, est claire.
le projet de budget doit être déposé sur la table de l'Assemblée 15 jours avant le début de session. Là, vous êtes d'accord que chaque année, c'est toujours après. On l'a eu 15 jours après. Donc, le délai n'est pas respecté. Mais avant le délai, vous savez, dans les pays véritablement démocratiques, avant que le projet ne soit vraiment déposé, il faut que les citoyens ou les représentants des citoyens puissent pouvoir être au courant, avoir une idée de ce que le gouvernement est en train de projeter, parce que dans le fond, l'objectif final, c'est de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Donc, les règles veulent qu'il y ait une mobilisation, une adhésion, une information. Il y a des débats d'orientation budgétaire qui peuvent être organisés avant même l'adoption, avant que le projet de loi ne soit déposé. Il y a l'information budgétaire qui est permanente, parce que chaque sou de l'État doit être justifié à chaque minute. À l'Assemblée, ce n'est qu'en commission, par exemple, de finances, que les députés peuvent demander à des ministres des éclairages plus précis par rapport à l'utilisation qu'ils ont pu avoir fait. Donc, si vous permettez, ce que vous rappelez là, comme vous le précisez, c'est presque pratiquement toutes les années que cela arrive. Le projet de loi portant loi des finances est déposé toujours très en retard. Mais on ne vous avait jamais vu dans cette posture-là avant. Qu'est-ce qui s'est particulièrement passé ce 8 décembre là? Pour qu'on en arrive là. Chaque année, à l'Union démocratique du Cameroun, nous disons que ce n'est pas normal. Donc, si vous nous suivez bien, vous pouvez témoigner du fait que nous disons toujours que les règles ne sont pas respectées. Alors, c'est important de dire aussi qu'en commission de finances, ce qu'on attend quand le gouvernement dépose un projet de loi de finances, c'est des débats. Il faut qu'il y ait des amendements et la grande majorité des députés doit pouvoir vraiment participer pour que on se rende compte qu'il y a eu adhésion des députés et que leur contribution a compté. Combien d'amendements passent? Quand on parle d'amendements en commission de loi de finances, c'est au vu de la forme et vu du fond. Je peux vous dire, et tous les spectateurs doivent être témoins, que l'UDC n'a jamais été membre de la commission de finances. Pourquoi? Parce que la commission de finances à l'Assemblée nationale est devenue comme une chasse gardée par le parti au pouvoir et ses amis, comme je peux dire. Et donc, c'est inadmissible. Nous avons dénoncé cela depuis le début. On a écrit au président depuis la législature dernière pour lui faire comprendre que c'est une violation de droit parlementaire que de ne pas permettre à un parti politique de pouvoir apporter sa contribution. L'Union démocratique du Cameroun est constante à l'Assemblée nationale depuis 20 ans et c'est inadmissible que la porte de la commission des finances, qui est une commission incontournable dans la vie du parlementaire, qu'elle lui soit refusée. Alors la plénière reste pour l'Union démocratique du Cameroun la seule vitrine pour apporter notre contribution, pour apporter et donc nous avions préparé cette contribution comme il est de coutume. Nous nous sommes préparés et si vos caméramans m'avaient suivi, vous pouvez comprendre comment de 16h30 quand on a ouvert les travaux par la lecture du rapport jusqu'à 20h30 nous étions en train d'apprêter notre communication parce que il fallait que on puisse interroger le gouvernement par rapport à ça. Madame le député, j'avoue très sincèrement que vous avez commencé cette session, la dernière, n'est-ce pas, de votre législature, pas comme les autres, en vous insultant, en vous engueulant, en vous chosifiant, en vous offensant, en dansant et en chantant, et puis plus tard en vous lançant des chevalets et en vous blessant. Lorsque on a remarqué tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, que le peuple électeur spectateur retienne du moment où c'est l'une des rares fois que vous faites, que le président de l'Assemblée nationale fait
valider le projet ou bien la loi sur le budget, n'est-ce pas, au forceps sans qu'il y ait débat. Monsieur Souley, vous avez oublié que nous avons connu un incendie. C'était terrible pour nous, les parlementaires. C'est ça qui a compliqué tout. De subir déjà dès l'entrée un grave incendie. Moi, j'avais mon petit bureau au 7e et j'avais mes affaires dans le bureau. Donc, imaginez tout ce que l'Assemblée nationale peut avoir perdu. Il y avait les services liés au personnel, le budget. Vraiment, l'administration de l'Assemblée est partie en fumée. C'est très grave pour les archives d'un pays comme le Cameroun. Donc, on a commencé par là. Maintenant, quand vous parlez de chanter et d'insultes, il ne faut pas vous arrêter à cela. Il faut demander le pourquoi. Est-ce que vous êtes apaisanti pour savoir pourquoi est-ce que les députés étaient réduits à chanter, à danser? Ce pourquoi la députée que je suis a été réduite à mais dites-nous, c'est pourquoi? Pourquoi? À se séparer de son chevalet. Est-ce que c'est l'incendie qui vous a appelé? Est-ce que c'est l'incendie qui vous a fait perdre votre sixième sens? C'est inadmissible. Ce que je voudrais que les téléspectateurs retiennent, c'est que il y a un problème de jeu démocratique et républicain dans notre pays. Il y a toujours eu ce problème. Et donc, nous avons à l'Union démocratique du Cameroun la bonne foi. Quand nous venons, nous sommes élus de mission, comme on nous dit, et quand nous apportons notre politique de projet de société grâce auquel on nous a élus, parce que nous avons été élus sur la base d'un projet de société. Et dans notre projet de société, figure en bonne place la bonne marche de nos institutions. Nous souhaitons que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle. N'expliquez pas pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à vous affoler au point de lancer, n'est-ce pas, des chevalets? Si vous permettez que je continue l'histoire que j'ai commencée, j'étais très très concentrée quand notre collègue a terminé la lecture du rapport et donc le président, comme il est de coutume dans la procédure parlementaire, a ouvert la discussion générale. Immédiatement après, mes collègues et moi, nous avons demandé la parole. Et demander la parole à l'Assemblée, c'est prendre son chevalet et le tenir haut. Et remarquez que des fois, je suis la seule à demander la parole. Mais cette fois-ci, c'était tellement important pour nous que nous trois, nous avions demandé la parole. Ça n'arrive pas souvent. Alors, en même temps, je remarquais que les députés du RDPC ne demandaient pas la parole. J'étais un peu intriguée. Et le président du groupe parlementaire du SDF a demandé une motion d'ordre. En droit parlementaire, c'est clair, c'est dans le règlement intérieur. La motion d'ordre est prioritaire. Et donc le président lui a passé la parole. Il est passé au perchoir pour s'exprimer. Il s'est exprimé pendant plus de 10 minutes. Et je me souviens que nous avions toujours nos chevalets soulevés. Et je me souviens que le président a dit Monsieur l'honorable, votre temps de parole est achevé. Et à ce moment-là, je m'attendais à ce que le président puisse lui retirer la parole et donner la parole à un autre député. Nous n'étions pas les seuls à demander la parole. Il y avait le député qui est devant moi de MDC, qui demandait la parole et les députés de l'UPC aussi qui demandaient la parole. Au même moment, j'ai aperçu comme des applaudissements. J'ai cru percevoir des applaudissements des députés du RDPC avant même que le président ne déclare close les discussions, la discussion générale. Au même moment, il a déclaré que les discussions étaient closes et il a commencé à adopter la loi. Je n'en revenais pas. Et même quand il a adopté la loi, des fois, je me dis peut-être il n'a pas vu que nous étions en train de réclamer la parole. J'ai persisté. J'ai dit, Monsieur le Président, il a continué comme s'il n'entendait pas et après il a déclaré que la loi était adoptée et tous les députés du RDPC se sont mis à applaudir. Monsieur Essono, je suis député d'un parti politique. Je suis à l'Assemblée nationale, je suis porte-parole de ce parti politique. Nous sommes en train d'adopter la loi de finances, c'est-à-dire la loi qui va permettre l'amélioration des conditions de vie de notre population. Même comme nous ne sommes pas majoritaires,
notre voix doit être entendue. Et donc, il est inadmissible que je sois en train de demander la parole et que je sois ignoré de la sorte. C'est inadmissible et nous n'avons pas accepté cela. Vous avez bien compris, je n'ai jamais intentionnellement visé qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, et j'espère que vous l'avez déjà fait, j'espère que vous avez entendu mon collègue, j'espère. Je ne suis pas en train de vous poser la question parce que c'est vous qui posez les questions ici, mais il serait très instructif pour tout le monde de lui demander ce qu'il a pensé et justement ce serait important pour la gouverne de tout le monde de savoir ce qu'il en pense. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu ses collègues qui sont... D'abord parce que j'ai entendu, juste après, j'ai été littéralement agressée par ses collègues. J'ai été littéralement le lendemain, quand le jour d'après, quand nous avions demandé à avoir notre conférence de presse là, qui était un café politique qui était prévu depuis longtemps et la question de ce qui s'était passé à l'Assemblée revenait sur le panel avec la crise anglophone, avec ce que nous entendions faire par rapport aux échéances de 2018. Les députés RDPC qui s'agitaient et apparemment sont allés demander au PAN d'interdire notre conférence de presse et le PAN l'a fait. C'est inadmissible, c'est encore là une question de violation de jeu démocratique. Vous avez jeté un chevalet dans une assemblée, dans un hémicycle qui avait plus de 100 personnes, plus de 150 députés. Qu'est-ce que vous escomptiez à ce moment-là? Il n'allait pas s'envoler ce chevalet? Le chevalet, quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il peut apporter les dégâts que j'ai vu qu'il avait apportés. Ça veut dire que pour continuer, déjà, j'aimerais qu'à l'Assemblée, on change ces chevalets et qu'on puisse avoir peut-être des appareils électroniques comme dans toute assemblée moderne. J'aimerais bien qu'on nous débarrasse de ces chevalets parce qu'on ne sait jamais ce qui peut advenir. Excusez-moi. Donc c'est pour vous faire comprendre que, évidemment, que je ne pouvais pas imaginer qu'un petit chevalet, en plastique, parce que j'ai découvert que c'était une arme blanche. J'ai découvert par mes collègues qui sont en train de développer des arguments. Je ne sais pas pourquoi en faire. Justement, que c'était un projectile. Alors, je vous ai demandé, j'ai blessé accidentellement une personne. Je n'ai rien à faire avec un groupe de personnes. Et de toute façon, ce qui est important de savoir, c'est le pourquoi c'est arrivé. Et c'est plus intéressant pour vous de vous arrêter au pourquoi c'est arrivé. Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons un parti politique et que la parole nous soit refusée et que le président de l'Assemblée nationale... il sait très bien qu'il nous refuse l'accès à la commission des finances et il nous refuse de prendre la parole pour présenter notre Madame Dame, quelles que soient les circonstances que vous pouvez convoquer ici, votre acte est regrettable. Il n'est pas normal pour un député qui est là pour légiférer de lancer des armes blanches. Maintenant, vous avez lancé un chevalet, un deuxième, un troisième. En ce moment, quand vous les lancez, vous pensez que vous jouez aux billes? Première chose. Deuxième chose, pourquoi n'avoir pas fait simple pour rentrer, pour devenir célèbre, et vous tourner, n'est-ce pas, et balancer cela sur la figure du président qui conduisait les travaux? Quand vous serez à l'Assemblée nationale, Monsieur Solé, je crois que n'ai pas encore l'intention. Je voudrais que vous répondiez. Je suis désolée, vous répondez à mes questions. Je ne peux pas recommander ce que je n'avais pas prévu. Si j'avais pensé à cela, si j'avais pensé à une mise en scène, je pense que nous n'en serions pas là. Je suis désolée, mais je n'ai jamais imaginé que cette séance plénière allait... Pourquoi n'avoir pas balancé cela au président de l'Assemblée nationale? Ce que je voudrais dire ici à la gouverne de vous, c'est que les violences psychologiques et morales que nous, députés de l'Union démocratique du Cameroun, nous subissons dans cette Assemblée nationale, elle est plus que ces genres de violences, quand bien même elle est accidentelle. Monsieur Solé, c'est des tortures morales que nous subissons. Alors, non, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Remonter un peu la vérité. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi des victimes qui nous ont rien fait? Ce sont des... Les députés...
Les dégâts collatéraux. Si vous voulez appeler ça collatéraux, il y en a qui, je ne sais pas quoi, ont trouvé des raisons de tout sens. Ça, je suis incapable de freiner l'imagination de tout le monde. Lors de votre conférence, je vous ai dit, les violences que nous, députés de l'Union démocratique nous avons entendu, nous avons entendu, Madame Dam, vous avez bien compris. Madame Dam, nous avons entendu. Ce que nous voulons dire, c'est qu'en réalité, c'est député Richard Wallan qui reçoit cette affaire. Encore que vous dites que vous ne savez pas que c'est une arme, ça pouvait se transformer en une arme blanche, mais vous avez un coup de force dans, je ne sais pas si c'est le lancer ou bien la lancer, les uns et les autres me diront. Mais une chose est sûre, madame, un député ne vient pas à l'Assemblée pour faire cet acte de violence. Ne vient pas pour figurer. Je ne suis pas là pour la figuration, je suis désolée. Oui, mais attendez, madame, vous n'êtes pas là pour blesser les députés. Je suis victime de blessures tous les jours dans cette... Je peux vous dire... Attendez, donc vous rendez coup pour coup alors. Je peux vous énumérer déjà des blessures. Est-ce que vous les permettez? Elle dit pourquoi? Elle ne m'a pas permis de poser ma question. Allez-y, monsieur. Si jamais elle peut le permettre. Bien sûr, nous sommes là pour ça. Ok, je voudrais quand même dire, pour vous rassurer, que on peut être totalement d'accord avec vous sur l'impression du ras-le-bol, ou alors parce que vous avez travaillé dans un environnement très difficile. Mais j'aurais souhaité, vous avez dit lors de votre café politique avorté, j'étais là, que vous, contrairement à ce que les députés RDPC pensaient, vous avez présenté des excuses, vous avez regretté cet acte. Je souhaiterais que vous le disiez ici, puisque la reine vous le permet. Vous demandez pardon au peuple. Je suis désolée. Qui vous a le RDPC élu va et qui n'a pas voulu. Au peuple camerounais, y compris moi. Et je peux donc vous ne demandez pas pardon. Vous n'êtes pas le député Wallan, je suis désolée. Je l'ai non, fait demandez pardon au peuple spectateur qui vous a élu. C'est de demander pardon pour tout le mal qu'il fait au peuple camerounais et à tout le mal qu'il nous fait en tant qu'Union démocratique du Cameroun. Vous n'êtes pas M. Wallan. Je vous ai demandé d'aller interroger M. Wallan et de lui demander ce qu'il en pense. Et je vais me tenir devant celui-là que j'ai blessé parce que j'ai affaire à lui tout seul. On va devoir aborder également d'autres éléments en termes de bilan. Je n'ai rien à faire avec mes collègues du RDPC. Je n'ai rien à faire avec des personnes qui se sont levées pour applaudir une loi de finances qui n'a pas été discutée en Assemblée. Je n'ai rien à faire avec des députés RDPC qui demandent à l'Assemblée encore 20 ans. Encore 20 ans pour en faire quoi, monsieur Amara? Je n'ai rien à faire avec ce corps de députés. Et je vais vous dire qu'il y avait deux sortes de députés RDPC. Il y en avait qui sont venus me dire, madame, nous comprenons votre colère. Je leur ai dit, vous comprenez ma colère, mais je vous ai vu tout à l'heure vous lever et vous applaudir. Et applaudir, nous ne fonctionnons pas pareil. Moi, je ne fonctionne pas comme vous, je suis désolée. J'apprécie que vous veniez me dire que vous me comprenez. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire que même dans ce corps de RDPC, les opinions sont divergentes. Allez, très bien. Ludovic Amara, on reviendra tout à l'heure après la transition pour d'autres aspects qui ont également intéressé les députés à l'Assemblée nationale par rapport à cette session parlementaire qui vient de mettre la clé sur le paillasson. On va évidemment évoquer d'autres sujets qui ont également meublé la tenue de cette session parlementaire, mais ce sera juste après cette transition. Le temps pour nous d'accueillir derrière Karel Mezatia qui est déjà royalement installé. Ce sera pour mes préférences. À tout de suite. Bonsoir Karel. Bonsoir Ghislain Pierre-Essonneau. Tout sourire parce que au regard des débats qui courent depuis quelques minutes, vous étiez tout sourire. Ah oui, j'étais tout sourire parce que je vais apporter la bonne humeur et surtout je vais détendre un petit peu notre invité. C'est ça mon rôle aussi dans l'émission. Vous êtes en face à l'honorable Tomaino Patricia Ndamjoya. Bonsoir. Bonsoir Madame Karel. Merci de m'accueillir avec ce sourire. Le sourire, il est gratuit, comme mon président le dit souvent, et donc on le partage à l'Union démocratique du Cameroun. D'accord. Je constate que vous avez votre bol de café. Vous ne vous séparez pas du tout de votre café. Je suis désolée de vous dire qu'aujourd'hui c'est une gentille demoiselle qui m'a fait une infusion de tilleul menthe parce que je voulais boire quelque chose de chaud. J'ai voyagé pendant 6 heures de temps dans des conditions pas très faciles et donc avant de venir
j'avais besoin d'avoir quelque chose de chaud. Je lui ai demandé si je peux avoir quelque chose de chaud, café ou tisane. Elle a choisi de me faire la tisane, donc c'est une tisane que je suis en train de... Merci de m'avoir permis de continuer à boire ma tisane. Vous auriez pu dire que c'est pas permis dans votre... mais c'est important pour moi. Mais vous consommez quand même du café camerounais puisque vous avez une plantation de café. Bien sûr, nous sommes engagés dans la stratégie de relance de la filière depuis 2009 en tant qu'acteur, producteur, et notre objectif c'est de pouvoir faire en sorte que le Cameroun ait du café en qualité et en quantité. Et nous savons que le café du Cameroun est excellent. Dans toutes les régions, nous avons la chance qu'au Cameroun, on a et du Arabica et du Robusta. Nous avons une responsabilité historique, comme j'aime à le dire. Le café est arrivé au Cameroun au début du XXe siècle, en 1900. Le Cameroun était le premier pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Est à avoir du café. Il était le premier pays. La Côte d'Ivoire n'avait pas de café, ni le Togo, ni la RCA. Le Cameroun était le seul avec les pays d'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, c'est pas normal que notre production puisse baisser. Nous voulons que les Camerounais découvrent leur café parce que jusqu'ici, on l'a exporté vert, alors qu'on peut le transformer pour la plus-value pour la sous-région, et c'est un peu ce que nous pensons. D'accord. Alors, votre père et votre grand-père sont italiens. Alors, si je vous demandais de choisir entre un plat de spaghetti et un autre, de l'autre côté, un mets de njapche, je crois que ça vient de la région, ça vient de nos frères, du côté de nos frères Bamoun, vous choisirez quoi? Mon grand-père est italien. Il a été fait prisonnier de guerre. Et il est arrivé au Cameroun pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le père de ma mère. Il a été acheminé par Fort Lamy jusqu'à Fumban parce que avant que la guerre ne finisse, on gardait les prisonniers de guerre et il faisait des travaux. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère, et il a eu ma mère et mon oncle. Et donc mon grand-père, il faisait son couscous. Je me souviens, il mettait du sel dans le couscous et un peu d'huile. Chez les Bamoun, on ne met pas de sel et on ne met pas d'huile. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le couscous chez nous, il se mange de deux façons. Et le njapche, c'est un plat universel aujourd'hui. Et il est légume, il est très bon, il est très apprécié. Voilà, le spaghetti, c'est un plat italien international. Et si je te demandais de choisir, c'est-à-dire entre le spaghetti et le njapche, le spaghetti, le njapche, c'est les deux, je n'ai pas à choisir. Je pense que les deux me vont parfaitement. Ça dépend de mes humeurs, ça dépend des quantités, ça dépend de la préparation. D'accord. Ça dépend de tout, ça dépend de... J'aime bien les faire moi-même. Du moment où je les fais moi-même, je pense que j'aime avoir l'étape avec tout, c'est-à-dire avec du couscous, du njapche, du spaghetti, de tout ce que vous voulez. C'est un peu comme ça. D'accord, vous avez des origines italiennes. Est-ce qu'il vous arrive de consommer du bon vin qui n'est pas consommé par nos frères Bamoun, faisant allusion à la religion? Je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir, mais j'avais très bien fait comprendre à monsieur Essono que tout ce qui concerne ma vie privée, déjà je vous ai répondu parce que il s'agit d'art culinaire et tout, mais je pense que ce que je mange, on parle de vos goûts, je n'ai pas à le partager ici. Et ma religion, comme je le dis souvent, je suis une femme de foi. Et je traduis ma foi dans les fêtes. C'est ce que j'aime dire. D'accord. Ma foi, que vous n'aimez pas du vin, vous ne consommez pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous décidez que je ne consomme pas du vin, mais je vous l'ai dit ici, ça ne regarde vraiment pas les téléspectateurs. Je ne pense pas que ça puisse leur apporter quoi que ce soit. Malheureusement, c'est ma rubrique. C'est ça aussi, côté jardin. C'est découvrir qui est-ce qu'on a en face de nous. Moi, je préfère qu'on me découvre plus tard. J'ai besoin d'être une femme... par rapport à ce que je fais. Je suis députée à l'Assemblée nationale. Dites-moi quelles sont les propositions de loi que nous avons apportées, ce que je pense de la démocratie du Cameroun. Vous en reparlerez avec Ghislain tout à l'heure. On va aborder une autre question, parce que je n'ai que 5 minutes. Est-ce qu'il vous arrive d'emprunter la moto? Parfois. La moto? Oui. Vous savez, je crois que ma dernière mission au Burkina Faso,
m'amène, parce que j'ai pris beaucoup de photos, à faire une séance de travail avec les femmes de ma circonscription pour leur montrer comment au Burkina, à Ouagadougou, les femmes vont à bicyclette, les femmes vont à moto. Et des fois, je vous avoue que quand je suis dans ma voiture et je n'arrive pas à arriver à l'heure à l'Assemblée parce qu'il y a plein d'embouteillages, je me demande si, et j'ai pensé plusieurs fois que je pouvais y aller à moto. Ce serait plus facile, c'est-à-dire j'arriverai et j'arriverai plus à l'heure. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de couloirs pour les motos. Peut-être ce serait une façon d'amener ceux qui sont chargés des routes de pouvoir concevoir des aménagements pour les bicyclettes et pour les motos. Je pense que de plus en plus il faut revenir sur des routes où on peut aller à bicyclette, on peut aller à moto, parce que c'est infernal de pouvoir vraiment arriver à l'heure à Yaoundé par rapport aux embouteillages. Il y a beaucoup de voitures, il n'y a pas de route. À moto, peut-être on se faufilerait mieux. D'accord. Une dernière pour la route, je vois que le temps qui m'est imparti est déjà achevé. Une dernière pour la route, je voudrais qu'on aborde un peu l'aspect goût vestimentaire. C'est quoi, goût vestimentaire? Là, je porte un châle parce que je me disais que c'est le soir et puis dans votre studio, il va faire froid. C'est ça que je me suis... Et généralement, je suis frileuse, donc je pense que je fais toujours tout pour me couvrir pour ne pas avoir froid. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On a quand même pu apprendre beaucoup de choses côté jardin. Merci. Merci. Merci également à vous, Karel. On repart avec les hostilités avec Soulé Onoyolo et Ludovic Camara qui nous accompagnent ce soir pour interroger donc l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya. On va aborder d'autres éléments en termes de bilan de cette session parlementaire qui vient de s'achever. Alors, honorable, avant la question de Ludovic Onana, je veux dire Ludovic Camara qui brûle d'envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression que tel que le budget a été adopté, ce budget, il est légal? Est-ce qu'il va répondre aux aspirations des populations? Ce qui est sûr, c'est que le budget a été adopté sans avoir été discuté en plénière. C'est déjà un problème du point de vue respect des règles, même d'adoption de budget. Et donc, il vaut mieux déjà respecter les lois qui nous gouvernent. Parce que nous sommes dans un pays, dans une république, nous avons un gouvernement, nous avons ce gouvernement qui est incarné par, qui représente le pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif qui a son rôle à jouer, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, si nous ne respectons pas les règles, déjà, ça fausse la donne. On part sur des mauvaises bases. Et quand on part sur des mauvaises bases, nécessairement, on ne peut pas bien arriver. Le budget a été adopté, entre guillemets, comme vous le dites. Il a été adopté puisque il va être mis en application. On aurait bien souhaité poser des questions au gouvernement par rapport à certains aspects qui nous préoccupent. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous savons que la politique budgétaire et la politique monétaire vont de pair et que de plus en plus on se rend compte que avec le franc CFA, il y a comme si un enfermement et que difficulté de pouvoir vraiment avoir une productivité effective. On a adopté un budget qui est en hausse. Il est en hausse par rapport à quelle croissance? On aurait aimé interroger le gouvernement pour qu'il nous dise exactement comment est-ce qu'à partir des recettes uniquement fiscales, on peut pouvoir avoir un accroissement de la productivité, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'adhésion, la mobilisation des populations. On a toujours eu l'impression que les populations étaient mises à l'écart. Peut-être on va revenir sur l'aspect décentralisation. Mais tout à fait, on parlera de la décentralisation. Mais ça va Soulé, ensuite Ludovic pour les questions. Madame Dame, est-ce que le fait pour le PAN de faire adopter le budget en force n'est pas une façon d'exprimer, n'est-ce pas, sa totale adhésion dans le RDC du moment où, est-ce que ce n'est pas une façon de tendre la main au président national du RDPC, au président de la République, du moment où
vous étiez là à la dernière session, n'est-ce pas, de votre mandature, et que d'ici l'année prochaine, si les élections ne sont pas organisées en mars, vous rentrez, n'est-ce pas, dans ce que je pourrais appeler la session décrétoire, parce qu'il faudrait la magnanimité du président de la République pour vous permettre de continuer. Est-ce que tout cela n'était pas bien organisé pour permettre, pour amener le président de la République à montrer que vous êtes, n'est-ce pas, ou alors le RDPC lui-même est très en phase avec lui. Maintenant, est-ce que le fait que, parce que vous parlez d'un budget qui a été mal adopté, est-ce que le fait que l'opposition et qu'il n'y ait pas eu de débat peut impacter négativement sur l'exécution de ce budget? Est-ce que vous pouvez me dire, M. Souley, par rapport à 35 ans du pouvoir RDPC, où on en est? Chaque année, nous adoptons les budgets, mais quelle est la situation effective de notre pays? Il y avait 3 questions que nous avions à traiter. Vous n'avez même pas remarqué que nous n'avons pas eu une séance plénière d'interpellation du gouvernement cette session. C'est inadmissible encore. Nous avions 3 questions. Il y avait une question sur la décentralisation, il y avait une question sur le dialogue, parce que pour nous, on a l'impression que le fait qu'on ferme le dialogue dans notre pays, le fait qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas une culture par le gouvernement en place et un appel au dialogue pour une cohésion nationale ou une unité nationale. Ce manquement fait qu'il y a, on est en permanence en ébullition. Ce que nous avons vécu à l'Assemblée lors de cette session en est une illustration. Demain, les hostilités vont se déplacer. À l'Assemblée, c'est un peu encadré, mais imaginez que les hostilités se déclenchent ailleurs. Les routes, c'était notre 3e préoccupation. Les routes du Cameroun sont affreuses. Je sors de Koutaba. Avant-hier, j'étais à Kounden, parce que dès qu'on a terminé la session, en tant que président du comité départemental de budget d'investissement public, je devais aller à Kounden, une station d'élevage, pour une descente qu'on avait prévue depuis longtemps. Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions les routes sont. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On vote les budgets. Les plans prioritaires, les projets, c'est des urgences en urgence. Il y a des lois rectificatives qui viennent remettre en cause ces budgets. Nous avons voté la loi de règlement. C'était la première des lois qu'on nous a fait voter. Mais quand on voit la loi de règlement, qu'est-ce qu'on peut dire? On aurait souhaité qu'au Cameroun, il y ait une cour de comptes au lieu d'une chambre de comptes. Parce que, comme on dit, la cour de comptes serait là pour entrer dans la gestion des comptes. Ça veut dire qu'on présente des comptes, on fait des additions, il y a des lois rectificatives, il y a des ordonnances qui viennent tout changer, il y a des plans d'urgence qui gouvernent le Cameroun. Le Cameroun est gouverné par urgence. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel budget? Le budget ne va pas améliorer les conditions de santé. Le taux de mortalité maternelle reste élevé au Cameroun. Vous voyez les conditions dans lesquelles nos enfants vont à l'école. Et même, comme je l'ai dit, comment est-ce qu'on peut espérer toujours avoir des recettes à travers la fiscalité, alors que le Cameroun regorge de terres fertiles, de personnes, d'hommes et de femmes intelligentes. Madame, permettez que je vous relance. Permettez que je vous relance, parce que j'ai le sentiment que vous répondez pas à ma question. Vous bottez en touche. Premier volet de ma question. Vous êtes là parti sur une spirale, n'est-ce pas, d'un décret qui va vous maintenir à l'Assemblée nationale. Or, quand vous indiquez la grande pagaille, tout ne va pas. Est-ce que vous allez refuser, n'est-ce pas, de reconduire votre mandat qui sera plutôt décrétoire et non, n'est-ce pas, venant du peuple? Deuxième chose, est-ce que vous pensez que ce budget ayant été mal adopté, il va impacter négativement sur, n'est-ce pas, sa mise en œuvre? Par rapport à votre dernier volet, je l'ai répondu, ça veut dire, j'ai bien démontré que budget de 2017, 2018, 2016, 2015, on voit que c'était clair qu'il y a une situation de régression. L'État demande la réduction du train de vie de l'administration. On se demande où en est la performance de l'administration, parce que c'est vrai qu'il y a
j'aimerais tellement rester avec vous pour parler vraiment de tout ce qui fait qu'on ne puisse pas espérer beaucoup des budgets qu'on vote à l'Assemblée. Mais vous me demandez par rapport aux élections. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, on a souhaité qu'on puisse reviser la Constitution et reviser le Code électoral. Pourquoi? Parce que nous disions que le vote, c'est le premier devoir. Au-delà de cette occupation. On aimerait qu'on organise les élections en 2018. Ça sert à quoi de prolonger ou oui. Comme il a dit ainsi, cela fait partie des revendications de l'UDC. Ça va ajouter quoi au Parlement depuis le mandat précédent. Depuis le mandat précédent, vous revendiquez effectivement qu'on revoit le code électoral, qu'on révise la Constitution. Mais la question de Soulé, elle est la suivante. Maintenant qu'on est parti éventuellement pour un report, et qu'il y a une progression, je veux dire, une progression éventuelle. Est-ce que si le chef de l'État décide d'une progression du mandat des députés, vous allez en jouir ou pas? Je souhaiterais qu'il a les pouvoirs de carrément dissoudre l'Assemblée, vous le savez, n'est-ce pas? Il peut le dissoudre. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? À quoi est-ce que cette Assemblée lui sert? Alors, je reprends la question de Soulé. Est-ce que si le chef de l'État décide de la progression des mandats, vous allez en jouir ou alors vous allez stopper d'exercer votre métier, enfin, votre activité de député? Vous savez, quand nous avons été élus, il y a plusieurs opinions qui pensaient que nous ne devions pas siéger parce que les élections ont, bien sûr que tout se passe comme on sait, les élections ne sont pas transparentes, mais nous ne sommes pas nommés. Nous avons été élus par plusieurs centaines de Camerounais qui ont cru à notre projet de société. Et comme je vous l'ai dit, le vote, c'est le premier devoir et c'est le premier droit citoyen. C'est la première des libertés, la liberté de choix. Et c'est ce que nous revendiquons. C'est la liberté d'expression. Je me suis exprimée à l'Assemblée, c'est pour marquer que nous avons le droit. Nous ne quémandons pas la parole à l'Assemblée nationale. Nous avons le droit. Nous ne quémandons pas la parole. Nous sommes dans un pays démocratique. Et c'est le moindre respect du jeu démocratique. Madame Dame, vous restez aérienne. Je vais vous reposer la question autrement. Dans votre parti politique, on vous concède 2 mandats, n'est-ce pas, à la fois, sauf si je me trompe. Je crois que vous n'êtes pas militant de l'Union démocratique du Cameroun et il faut vous rapprocher de notre parti. Le président national a fait 2 mandats, n'est-ce pas? De notre parti pour prendre ce genre de décision. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez maintenant que à l'Union démocratique du Cameroun on va faire. Le président national de l'UDC, parmi les choses qui l'ont poussé à rester maire, il était question, vous avez oublié que de respecter les dispositions. Attendez, n'oubliez pas que c'est vous qui avez dit partout qu'il n'a fait 2 mandats que parce qu'on avait au Cameroun pris une loi qui interdisait le cumul. C'est pour ça qu'il n'est plus revenu à l'Assemblée. Vous avez abandonné cette thèse-là. Non, je parle des textes de votre parti. Vous pouvez me dire lesquelles dispositions de l'UDC demandent de se limiter à 2 mandats? Si je comprends bien, vous allez continuer même après 2 mandats. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais su que ma personne allait devenir députée à l'Assemblée nationale. J'ai été investie par un parti politique. Et les mots d'investiture à l'UDC, il faut vous rapprocher de l'Union démocratique du Cameroun pour savoir comment est-ce qu'on est investi. Et je peux vous le dire. Nous, c'est les investitures à la base. Qu'on soit appelé à être conseiller municipal ou député, je crois, on est... C'est-à-dire qu'à l'UDC, on tolère les méthodes de passe-passe entre Monsieur le Président national, votre époux, et vous-même, son épouse. On tolère ça. Avant que je ne sois députée à l'Assemblée nationale, il y avait des femmes qui n'étaient pas des épouses du Président national. Vous ne répondez pas à la question. Vous le remplacez. Je suis à l'Assemblée nationale, pas parce que Monsieur le Président a bien voulu me porter de sa chambre ou de sa cuisine pour me mettre sur la chaise à l'Assemblée nationale, mais je suis députée parce que j'ai été élue. J'étais tête de liste et ma liste l'a emporté contre tout ce que vous pouvez imaginer qui s'est passé dans ma circonscription. Ludovic Amara a une question honorable. Peut-être une question, l'élection présidentielle arrive là. Qui sera candidat pour le compte de l'UDC?
Et ce que je dis souvent, c'est que s'il y avait des messieurs comme le président Ndamjoya qui étaient favorables pour que leurs épouses sortent de leur maison pour venir occuper des sièges à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de femmes aux instances de prise de décision. Donc c'est des messieurs comme ça qu'il faut encourager. Alors, parce que c'est rare de voir des personnes qui font venir leurs épouses à l'Assemblée nationale, qui sortent leurs épouses de leur maison pour qu'elles puissent s'exprimer quand elles le veulent. C'est pas une obligation, mais si une épouse a des velléités de faire de la politique, je pense qu'il faut la laisser le faire. Alors, honorable, avant la question de Ludovic Amara, on s'en va vers une élection présidentielle. Vous êtes le porte-parole de l'Union démocratique du Cameroun. Qui sera candidat pour ce parti lors de l'élection présidentielle? C'est vous-même? Comme à l'Union démocratique du Cameroun, nous le disons toujours, un parti politique est là pour conquérir et exercer le pouvoir. C'est vraiment le but des formations politiques. Donc, le pouvoir se conquiert à travers les élections. C'est la voie par excellence de conquête des élections, l'alternance démocratique. Donc, évidemment que nous préparons à toutes les élections et nous disons toujours, même si les élections sont organisées pour le lendemain 18 décembre, nous sommes prêts parce que en fait c'est notre mobile. Je vais embrayer sur la question de Ghislaine Pierre. L'Union démocratique du Cameroun aura un candidat pour les élections et des candidats, qu'elles soient législatives, municipales, sénatoriales. En mai 2016 seront élus parce que pour nous souhaitons, et nous l'avons dit dans notre avant-projet de constitution, tous les sénateurs doivent être élus. Tout à fait, comme les députés. En mai 2016, je vais embrayer sur la question de Ghislaine Pierre Sono. En mai 2016, la 6e convention nationale de l'UDC a porté de nouveau le président Adamou Ndamjoya à la tête du parti pour 5 ans. Il devrait être naturellement, si on s'en tient à ce que vous dites, le candidat à la présidentielle, le candidat de l'UDC à la présidentielle 2018. Alors, après les élections de 92, de 2004, de 2011, où le candidat Ndamjoya n'a pas pu passer la barre des 5%, des 5% de voix, est-ce que vous pensez que il est encore, le candidat de l'UDC est encore crédible pour conquérir le pouvoir, comme vous le dites? Merci, Monsieur Amara. J'apprécie que vous reveniez sur les assises de notre convention de 2016. C'était vraiment un moment important et je voudrais partager ici le thème qui nous conduit et qui nous guide. C'est le chemin des héritages du contemporain, du devenir, de l'environnement pour le développement humanisant durable. Ça, c'est toute une philosophie. Et donc, quand on dit le chemin des héritages, on doit partir de quelque part des expériences de notre culture, de nos traditions, pour s'asseoir, parce que c'est ça qui fait notre lit. On vit le présent, il faut améliorer les conditions, il faut voir autour de nous, parce que le devenir, comme nous le disons, c'est une dynamique, et on met l'être humain au centre de toutes nos préoccupations. L'environnement doit compter pour nous. Et quand on parle du docteur Adamou Ndamjoya, j'aime répéter ce qu'il nous dit souvent. Il a présidé une réunion au Vatican en la présence du pape. Je ne sais pas combien de présidents de la République l'ont déjà fait. Ça veut dire qu'il a un parcours exceptionnel. Et quand on a toujours voulu le réduire à un président de parti politique, parce que nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes une association d'hommes et de femmes qui pensons qu'il est un modèle de notre... Nous devons tout faire pour pouvoir puiser de son expérience. Le docteur Adamou Ndamjoya est multidimensionnel. Il a été dans ce pays un ministre exceptionnel. Et quand il est passé par les affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale, quand c'était encore un grand ministère, et vous savez, des personnes, des avocats, des médecins, des diplomates, quand on les croise, ils disent, Monsieur le Président, nous avons votre bac, ils sont fiers, nous avons votre brevet. Alors je dis, c'est un monsieur qu'il faut respecter. Et nous devons avoir la chance, nous en tout cas, les militants de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons la chance d'avoir
avoir un monsieur sur qui on peut s'inspirer. Donc, ne le réduisez pas, s'il vous plaît, à un maire, ne le réduisez pas à un président de parti politique. C'est un homme religieux. Il participe dans le monde, on l'appelle. Oui. Il a été membre, il a été parmi les personnes qui étaient expertes pour la réforme du système des Nations Unies. Le Cameroun devrait en profiter. Le Cameroun tout entier devrait en profiter. C'est dommage. Justement, toujours penser qu'il est là pour devenir président de la République. Vous savez, pour lui, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, combien de présidents. On pense aujourd'hui, on revient sur Platon, on revient sur Socrate. Qui peut me dire, qui pense encore à... Je ne sais pas. Je ne voudrais pas offenser justement, quelques présidents qui sont nés. Au cours de ces dernières élections sont assez indicateurs du niveau de popularité qu'il a. C'est un pédagogue, c'est un formateur. Il s'investit dans la formation, l'éducation. Et justement, il a fait de notre circonscription un espace démocratique. Et comme je sais que vous allez me poser la question, si toutes les régions de notre pays avaient 4 députés, comme dans notre région. Je n'aime pas réduire mon département, le Noun, à un département, parce que c'est là encore une injustice. Je parle toujours de région quand je parle du Noun, parce qu'on a été ravalé en département. Alors si toutes les régions, je dis des régions du Cameroun avec ces espaces démocratiques. Revenons à la candidature. Je pense que la donne serait différente à l'Assemblée nationale. Revenons à la candidature du candidat. Oui, je voudrais c'est un écrivain. Le président, il est poète. Je ne sais pas combien, et je ne peux pas vous dire combien de manuscrits. S'il avait le temps, j'aurais souhaité qu'il se consacre à l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est encore l'homme qui peut porter l'UDC à la tête de ce pays? Nous éduquer, nous les débutants et les sympathisants, et qu'on reconnaisse tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Je pense que il faut que nous puissions reconnaître qu'il y a des hommes sur lesquels il faut compter. Très bien. Madame Dam, je voudrais juste vous rester avec le président Damdoya. Quelques secondes, oui. Oui, moi je suis de ceux qui confirment que le président Damdoya a beaucoup apporté dans ce pays, et en dehors de ce que Madame vient de dire, qui est complètement vrai. Le président Damdoya, c'est un apôtre de la paix, c'est un apôtre du dialogue. Mais Madame Dam, je constate que vous êtes tous son contraire. Premièrement, vous avez dit que vous étiez fileuse, vous avez confessé, mais en plus il faut ajouter que vous avez du sang chaud. Avant le dernier incident, vous vous souvenez d'avoir balancé, n'est-ce pas, des documents en pleine session, la même loi des finances aujourd'hui, qui vous vaut d'être célèbre. Et puis, si on va plus le permettre, vous permettez que j'avance. Monsieur, je n'ai pas besoin de célébrité. Si je pouvais ne pas être vu, vous permettez que j'avance. La célébrité, c'est pas mon genre, je vous en prie. Excusez-moi. Vous permettez que j'avance? Oui, avancez, mais je voulais juste vous dire que je ne vais pas vous donner mon brouillon pour que vous me donniez les mots que je dois utiliser. Vous avez été regardé en mondovision en balançant un certain nombre de choses. Là n'est pas le problème. Okay. Mais je remarque que vous êtes le contraire de l'éthique, du dialogue, de la paix que prône le docteur Damdoya. J'ai cité la loi de finances que vous avez balancée, l'incident d'il y a quelques jours, et puis dans le Noun, on se souvient, il y a des langues qui disent que vous avez séquestré le prophète Donatien Boyomo pour une histoire, et il a dû être délivré par le gouverneur de la région de l'Ouest. Sans oublier qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes régulièrement irrévérencieuse, irrespectueuse et impertinente vis-à-vis du roi sultan de Bamoun. Est-ce que vous avez intégré, n'est-ce pas, la violence dans votre mode opératoire? Tout à fait. Alors, je vais permettre à l'honorable de répondre tout de suite après. Le temps pour vous de préparer éventuellement quelques éléments de réponse. On va observer une très courte pause. Non, mais le temps d'accueillir juste derrière. Vous allez me donner le temps de évidemment, vous aurez tout le temps pour répondre aux préoccupations. Pourquoi nous parlons maintenant? Elle a oublié, Ghislaine. Le temps, et naturellement, il y a une segmentation de l'émission qu'on doit quelque peu respecter. C'est le temps du duel. Ce sera comme cela a été promis avec Saint-Éloi Bidon, qui lui aussi est déjà installé. À tout de suite donc pour la suite. Saint-Éloi Bidon, bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire de Yaoundé 6e. C'est l'un des arrondissements de la cité capitale Yaoundé. Vous êtes militant du RDPC,
mais progressiste au sein de cette formation politique. Alors, je voudrais vous laisser quelques minutes face à l'honorable pour essayer d'exprimer quelles sont quelques-unes de vos préoccupations. Bien entendu, vous y allez. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur Saint-Éloi. La fois que nous nous sommes vus, c'était à l'Assemblée nationale. Oui, et vous m'avez de façon très chevalesque raccompagné dans ma voiture et j'apprécie ce que vous avez fait. Vous me souvenez, on était ensemble et puis les flammes allaient tellement vite et on était restés là, on se demandait ce qu'on allait faire et puis vous avez dit il vaut mieux ne pas traîner. Et j'ai dit ok, vous m'avez demandé où j'avais garé ma voiture et vous m'avez raccompagné. J'ai apprécié. J'ai votre sympathie. Par contre, je voudrais quand même vous dire que vous avez un très beau châle. On dit jamais à une femme mariée qu'elle est belle, mais je prends le risque que vous êtes belle. J'espère que cela va aller jusqu'au bout. Vous avez l'air très douce. Mais malheureusement, il y a quelques jours, derrière ce visage d'ange, on a découvert une animosité à nul autre pareil. Comment vous expliquez ça? En fait, je vous ai dit, c'était une révolte. Je me suis exprimée contre la violation du jeu démocratique et républicain. C'est normal. Vous savez, quand on est victime d'abus, d'injustice, on ne sait pas, on est vraiment en droit. Je suis une républicaine et pour moi, si l'autre ne respecte pas le contrat n'a pas été respecté à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée doit pouvoir jouer pleinement son rôle. Nous sommes un parti politique, on doit être écouté. Vous avez fait un autre homme battu. Les statistiques qui nous viennent des tribunaux d'instance démontrent qu'il y a plus d'hommes battus que de femmes battues. On a vu un homme battu. Et pourtant vous n'avez pas les muscles qui vous confèrent. Mais je voudrais vous demander... Vous êtes sérieux quand vous dites que les statistiques montrent que les hommes sont plus battus que les femmes? Aujourd'hui? C'est vrai? Je suis sérieux, madame. Je vais vérifier, mais oui. Si c'est... Rassurez-vous, je suis maire en passant. Oui, je vais vérifier. C'est une question que je pose souvent. Parce que ce serait une évolution... Non, mais ce n'est pas ça le problème. Non, mais c'est important. Est-ce qu'à l'UDC, je ne souhaiterais pas qu'on continue à battre les femmes. À l'UDC, si les hommes commencent à être battus, je pense que ce serait bien de... On a vu mon Dieu, Vision, qui avait des traces de vos coups de poing. Vous voyez un peu, mais ce n'est pas ça la question. Je voudrais dire que tout simplement. J'espère qu'on puisse rentrer dans ma tête et ma frustration pour voir les violences psychologiques que je subis. Entre la violence psychologique et la violence physique. Je pense que les tortures morales sont plus gravées. Et ça, vous savez, la communication, je parle de journaliste, la communication verbale, je pense que c'est pas plus de 6%. Hein. La communication, généralement, quand on s'exprime de façon, comme vous l'avez vu, elle est plus significative. C'est un sujet périphérique pour ce soir. Okay. Tout ce que je me rends compte, à la différence du RDPC, on vous a entendu crier à corps et à cri, les militants de votre parti, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Il y a vous, il y a votre mari, il y a mon ami Koukpita Damou. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça. Non, laissez-moi vous poser la question. Je voudrais juste vous demander. Plusieurs centaines de militants et de sympathisants qui nous ont élus. Parce que c'est pas seulement les militants qui si la réputation s'obtient sur les coups de poing, vous comprenez que vous avez gagné. Il y a plus de 300 partis politiques dans ce pays, mais combien sont présents dans les communes? Nous gérons les communes, nous sommes au pouvoir, et être représentés à l'Assemblée nationale, il faut respecter ceux qui nous ont envoyés. Donc ne nous réduisez pas à rien. Je sais que c'est ça a toujours été votre... Véhiculons les commodités de langage, vous savez, si vous parlez, je ne vous écoute pas. Je suis désolée, mais moi, vous savez pourquoi je vous écoute? Me permettre de vous dire tout simplement parce que vous êtes tout seul dans le RDPC. Vous savez, le RDPC, c'est l'administration. Vous êtes élus très, très nombreux, entre guillemets, parce que vous avez beaucoup... Les CAM doivent être révisés. Ça ne vous dit rien que je me tienne quand vous parlez? Les préfets ne doivent pas voter pour vous, les urnes. Donc,
vous êtes une véritable peau de chagrin. Vous avez le pouvoir avec Honorable, ça ne vous dit rien que je ne dise rien. Vous savez, quand on est en train de dialoguer, ne dites pas que l'Union démocratique la personne que vous avez en face de vous ne veut pas vous écouter, arrêtez-vous pour l'écouter. Peut-être vous comprendrez pourquoi elle ne vous écoute pas. Je voudrais tout simplement vous dire, honorable. Parce que vous avez le pouvoir avec vous, et c'est parce que vous voulez être nommé, c'est parce que tous les responsables de ce pays veulent être dans le parti du président de la République, qui est président de parti politique. Et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, dans notre test, justement, monsieur Vous avez vu le sens de la démocratie à l'UDC? Si. Nous, on ne permet pas qu'on nous dise. J'étais donc en train de vous poser une question, madame. Est-ce que vous avez bien compris que vous, vos militants, vos soi-disant militants ne sont pas des militants, et que le jour où vous n'aurez plus le pouvoir dans ce pays, on va les compter? En attendant qu'on n'ait plus le pouvoir, nous sommes au pouvoir et nous avons des militants. Je voulais juste vous dire, madame, qu'on a vu l'UDC, votre mari et vous, crier à corps et à cri à l'alternance au RDPC. À l'alternance au RDPC. Est-ce que vous pensez à l'alternance dans votre parti? Les mauvaises langues disent que le parti est dirigé sur un Tédoré. Est-ce que vous pensez à l'alternance? L'alternance démocratique, la transition pacifique, un gouvernement qui tient vraiment compte des changements, des mutations sociopolitiques. C'est dans notre projet de société. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est de ne jamais confondre un président de la République. Vous avez combien de mandats, madame? Et un président de parti politique. Parce qu'un président de la République êtes à votre quantième mandat. Une mission constitutionnelle. Article 5 de la Constitution du Cameroun. Il a les pouvoirs. On lève l'impôt pour lui. Il a les moyens de l'État. Il a toute une armée pour lui. Il a une administration. Un président de parti politique, c'est une personne avec une association de sympathisants. Vous pensez que le président de l'UDC constitue encore un gage d'alternance, madame? Monsieur. Madame, est-ce que vous pensez que le président de l'UDC constitue un gage d'alternance pour la jeunesse? Moi, je répondrai à votre question si c'est des aspects comparables. Est-ce qu'il n'a pas son avenir derrière lui? On ne peut pas trouver mieux dans votre parti? Il y a combien de partis politiques au Cameroun, monsieur Bidon? Répondez aux questions, madame. Il y a combien de présidents de la République? Il y a un seul, parce qu'il a une mission constitutionnelle. Répondez aux questions. Et je vous ai bien dit, ne réduisez pas le docteur Adamou Damjoya au président de parti. Est-ce que vous pensez que pour les Camerounais, c'est impératif et c'est urgent de savoir qui peut diriger le Cameroun demain? Est-ce que vous pensez qu'à l'UDC, il n'y a pas mieux et on ne peut pas trouver mieux? L'UDC a toujours voulu enterrer les intellectuels dans ce pays, et je crois que vous, aujourd'hui, avec la crise anglophone, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, vous êtes dépassé. Nous allons arriver à la crise anglophone, madame. Vous savez bien, vous rendez à l'évidence. Est-ce que vous pensez... Le pouvoir, c'est pas pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour rendre... Moi, j'ai l'intime conviction que vous pouvez constituer un gage d'alternance, madame. Le pouvoir, c'est pour rendre dans ce parti politique vertueuse et heureuse. Le pouvoir, c'est pas pour une clique d'amis qui se passe des postes et qui troublent vraiment. J'espère que vous vous souvenez que l'UDC a voté. Alors je vous dis, c'est dommage. Ne continuez pas à traîner le Cameroun dans la boue, monsieur Bilon n'est pas avec votre parti. Madame honorable, est-ce que vous vous souvenez que l'UDC a voté pour qu'il n'y ait pas la limitation de mandat au Cameroun? Vous vous souvenez de ça? À l'Union démocratique du Cameroun, nous vous avons invité au 26e anniversaire de la tripartite. Vous n'avez même pas osé répondre présent. Au 26e anniversaire de la tripartite, c'était pour vous mettre... Est-ce que vous vous souvenez que l'UDC, vous qui étiez à l'Assemblée, vous avez voté pour la non-limitation de mandat? Constitutionnelle sur la table. Et grâce à l'Union démocratique du Cameroun, on a pu limiter le mandat à 5 ans. Et comme vous n'étiez pas d'accord, vous êtes revenu sur cette limitation en 2008. Et vous avez voté. Il fallait qu'on puisse voter 18. Pourquoi est-ce que vous décidez que... Allez voir ce qui se passe. Et vous avez voté. Et c'est ça aujourd'hui. Allez voir nos bulletins, monsieur Bidon Pat. C'est ça aujourd'hui qui pose le problème. Vous voulez me faire croire que nous avons voté. Je suis désolée, mais il y a 3 types d'expressions. Il y a le bulletin nul, il y a le vote contre, et nous avions voté contre. Et je peux vous tenir
témoin d'aller rechercher les archives pour que vous compreniez qu'il y avait... Souvenez-vous... Je crois qu'il y avait 4 bulletins contre. Souvenez-vous que votre mari a eu à prendre position publiquement. La crise anglophone. La crise anglophone. Et les autres de la coordination, que la question de la revision est venue au niveau de la tripartite. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait la Cour de compte. Il y avait que le président devait être voté à un scrutin à 2 tours. À quoi cela vous sert au Cameroun d'avoir un président qui est à peine voté à 10%? Honorable, sur la crise anglophone, vous avez soutenu la partition du Cameroun. Qui est chef de gouvernement? Vous avez soutenu la partition du Cameroun. Ma circonscription Fumban a réuni les pères fondateurs, monsieur Bidoupas. Vous êtes en train de faire là une dictée préparée, madame. Notre père fondateur. Non, vous êtes en train de faire une dictée préparée. Et dans cet héritage-là, le fédéralisme, c'était la forme crise anglophone qu'ils ont acceptée. Vous êtes pour ou contre la partition du Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait de ce fédéralisme? L'unité nationale peut s'exprimer à travers quelques formes. La forme de fédéralisme peut être l'une des formes. La décentralisation que nous avions portée sur la table pendant la tripartite et que vous n'avez jamais voulu. Et la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui elle n'est pas effective, alors que si elle avait été effective, il n'y aurait pas eu crise anglophone aujourd'hui. Vous êtes vraiment incapable. Pourquoi vous n'avez pas posé la question à l'Assemblée nationale? Je venais de vous dire qu'on avait 3 questions. Si vous suivez, je vous ai dit qu'il y avait une question qui portait sur la décentralisation. Suivez quand même. Ce n'est pas la décentralisation. Aujourd'hui, c'est la forme de l'État. C'est la forme de l'État qui est remise en question. On vous attendait sur le débat, sur la décentralisation, sur le fédéralisme. Vous avez opté pour la partition du Cameroun. Et vous avez soutenu les sécessionnistes. Il n'y a pas. Pour nous, il faut se réunir sur la table. Inviter tout le monde, dialogue national. Chacun apporte son idée. Et à la fin, tout le monde, c'est tous les Camerounais. Tout le monde, c'est qui? C'est pas seulement organiser des missions qui partent et qui ne reviennent jamais avec des rapports. C'est inadmissible pour un gouvernement. C'est pour ça que je dis la question vous a dépassé. Vous êtes pour la partition. C'est pour ça que nous avions dit qu'à l'Assemblée nationale, on devait pouvoir, en tant que représentants des populations, prendre nos responsabilités en main. Le dialogue doit être inclusif. La crise doit être débattue au niveau national. Et tant qu'elle ne le sera pas, on ne pourra pas s'en sortir. La gestion du ADPC, vous voyez où elle nous mène? D'accord. Vous avez... De toutes les façons, nous sommes sur le bon chemin. Nous avons opté pour le dialogue, sauf que ça ne se discute pas avec des sécessionnistes qui ont décidé de partager le Cameroun. C'est inacceptable. C'est votre point de vue. Et vous avez soutenu ça. Vous n'avez jamais convoqué ces sécessionnistes-là. Merci infiniment à vous, Saint-Éloi Bidung. Comme ça se dit au Cameroun, ça a été une rencontre de titans à l'occasion de ce duel. Infiniment merci. Vous allez devoir rester où vous repartez immédiatement après. C'est tout un honneur pour nous. Mais on va aborder la quinzaine des dernières minutes de cette émission en essayant un peu de parler également du fait local à Fumban. Peut-être il y a une question qui me brûle les lèvres moi aussi depuis que nous avons lancé cette émission. Honorable, pourquoi il n'y a pas, vous qui voulez que la démocratie s'enracine au Cameroun, que le débat public ait lieu, vous l'avez revendiqué à l'Assemblée nationale, mais pourquoi il n'y a pas de kiosques à journaux à Fumban? Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de refuser que la masse critique se construise du côté du Noun? J'avoue qu'à la bibliothèque municipale, nous avions initié, et c'était vraiment une préoccupation pour moi, que nous ayons des journaux tous les jours. Vous pouvez aller voir au niveau de Messa Presse. Je me suis investie personnellement pour tout ce qu'il fallait faire pour que nous ayons des journaux. Et malheureusement, il s'est trouvé que la gestion des journaux était... Cela arrange l'UDC. La gestion des journaux... beaucoup de gens n'ouvrent pas... ne s'ouvrent pas... De toute façon, aujourd'hui, les Camerounais, à travers les réseaux sociaux, sont tellement informés que ce n'est pas parce que nous n'avons pas... Nous n'avons pas que... Il y a des kiosques, bien sûr, à Fumban. Les journaux arrivent très en retard. C'est pas parce que c'est l'UDC qui veut. Il n'y a pas de route, il n'y a pas... Comme je vous l'ai dit, on peut bien avoir la volonté d'apporter tout ce qu'il faut, mais il y a un problème de gestion. Mais vous pouvez être rassurés, il y a l'information qui passe à travers les réseaux sociaux. Et nous écrivons, nous avons des pêches communales, nous avons le terroir, nous avons CTU Info, et nous partageons l'information à tout le monde, pas seulement aux militants de l'UDC. Et pour nous, en tant que parti politique qui met l'éducation et la sensibilisation des populations, la pédagogie, nous formons nos militants. Et évidemment,
savoir, savoir-faire, savoir-être. Savoir, c'est la connaissance et les lectures. Dans nos unités, Monsieur Essono, dans nos unités à la base, dans les quartiers, notre plan d'action veut qu'il y ait des bibliothèques. Alors, c'est pas à nous que vous allez parler de l'importance de la lecture. Je voudrais qu'on reste sur les propositions de révision de la position de l'UDC. Mais avant, je voudrais poser une question. L'UDC est pour la création d'une région du Noun. Pourquoi? On a ravalé notre région en département. Oui. À l'époque coloniale, il y avait 2 régions dans le Noun. Il y avait la région Bamileke qui avait pour chef-lieu Tchan, et il y avait la région Bamoun qui avait pour chef-lieu, Fumbaz. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer aujourd'hui qu'il y ait 7 départements dans la région Bamileke et que dans la région Bamoun, on se retrouve avec un département? Et quand c'est comme ça, évidemment, il y a une injustice flagrante. Combien de députés ils ont de l'autre côté par rapport à nous? Combien de mairies ils ont de l'autre côté? Quand chaque année on vote le budget de l'État, ne serait-ce que la représentation au niveau des services déconcentrés de l'État, il y a combien de délégations de l'autre côté? Chez nous, les délégués ne font pas le tour du Noun parce qu'ils trouvent que c'est trop loin, ils n'ont pas assez de voitures, ils n'ont pas assez de moyens, parce que pour aller de Fumban à Massangam, le prix à payer, c'est presque le prix pour aller de Fumban à Douala. Et vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas évolué en région, en plusieurs départements, monsieur Amara. Ce préalable étant posé, je voudrais en venir à l'une de vos propositions de révision de la Constitution. La première, celle qui voudrait qu'on supprime de la loi fondamentale les termes autochtones et minorités. Alors, expliquez-nous un peu comment vous, d'un côté, vous voulez que ces termes d'autochtones et de minorités soient supprimés de la Constitution, et d'un autre, vous voulez que la région du Noun soit érigée en sanctuaire du peuple Bamoun. Comment est-ce que vous conciliez ces deux? Je ne comprends pas votre expression de sanctuaire du peuple Bamoun. Vous voulez que la région du Noun soit érigée en région. Le département du Noun, autant pour moi, soit érigé. Je vous ai dit qu'on nous a ravalé. Donc la région, c'était une région Bamoun. On nous a ravalé en département. Mais est-ce que là, on souhaite juste que nous ayons, que nous retournons en région, comme la région Bamileke avait une région qui est devenue 7 départements. Nous, on est resté un département. C'est pas normal. Donc une région par groupe ethnique. C'est pas ça. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y ait 7 départements pour le groupe ethnique des Bamileke? S'il vous plaît. Allez, sur le honorable, madame, dame, on a été surpris lors du lancement de la session de constater que le SDF voulait insérer la question anglophone. C'est vrai, c'est bon. Mais vous, les députés, peut-être très affairés sur les perdièmes, sur les jetons de présence et autres choses, vous avez laissé en 2014, n'est-ce pas, la disposition, je veux parler de l'article 34, qui dit, du règlement intérieur de l'Assemblée, qui dit que ce sont les ministres qui définissent l'ordre du jour de la session. Comment avez-vous accepté qu'un pouvoir, fut-il exécutif, téléguide et diligente les travaux en session? Première petite question. La deuxième petite question honorable, c'est que on a le sentiment que la bataille sultan contre le président national de l'UDC continue à rendre la ville de Fumban comme une ville fade et sans relief. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que les uns et les autres peuvent taire leurs querelles pour que la ville de Fumban décolle le plan du développement finalement est bien développée et naturellement, en répondant sur la question je l'ai dit, je vais terminer par ça en attendant, c'est que lors du café politique, n'est-ce pas, organisé en votre faveur, en votre honneur par le club des journalistes politiques, j'étais parmi ceux qui devaient vous interviewer sur la crise anglophone. Et l'occasion ayant été loupée, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que vous pensez de cette crise et
naturellement des prolongements, l'enlisement, la crise et qui ne fait que s'éterniser. Vous avez 3 minutes pour apporter le chapeau de 3 questions, ce sera que vous disiez un mot sur la sécession et l'Amazonie. Par rapport à la crise anglophone. Vous avez 3 minutes pour apporter les éléments de réponse à ces questions-là. La position du SDF lors de cette session n'est qu'une position que le SDF avait déjà depuis le début de la crise, comme l'Union démocratique du Cameroun. Je me rappelle que nous n'avions cessé, à chaque fois que nous prenions la parole, que ce soit en mars, en novembre 2016, en mars 2017 et en juin 2017, nous les députés, que ce soit de l'UDC ou de SDF, à chaque fois j'avais posé une question au Premier ministre par rapport à la crise. Cette question n'est jamais passée. Et donc, c'était pour moi l'occasion, quand je vais à des rencontres avec les radios, les médias, je leur faisais comprendre que l'Assemblée était un pouvoir. Nous avions dans le règlement intérieur des mécanismes qui nous permettent de nous saisir de la question. Je me disais, l'Assemblée représente des populations. Elle peut porter à l'ordre du jour un débat. Elle peut porter un débat à l'ordre du jour. Et monsieur Onoyolo, je vous assure, je n'en revenais pas ces derniers temps avec ce qui s'est passé et les revendications du SDF. J'ai suivi des chroniqueurs de nos radios qui revenaient sur le fait que l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir pour se saisir de la crise anglophone. C'est le pouvoir de l'exécutif, je n'en revenais pas. Ils ont fait l'apologie et ils ont pratiquement, ils se sont comportés comme si ils ne savaient pas et comme s'il y avait un ordre de pouvoir. Et alors, moi, je me dis, c'est pas normal qu'on puisse détourner un peuple. Vous le dites, nous avons dans nos tests clairement des dispositions qui disent que un débat peut être porté à l'ordre du jour, mais les questions prioritaires sont celles du gouvernement. Cela ne veut pas dire que le Parlement ou les députés ne peuvent pas porter à l'ordre du jour à travers leur conférence de président un débat. Mais s'il y a plusieurs débats, la priorité sera celle du gouvernement. Ça, c'est ce qui est dit dans le règlement intérieur. Donc, le Parlement a les pouvoirs pour, à travers une conférence de président et à la demande des députés, porter un débat à l'ordre du jour. Le Parlement a le pouvoir, je pense à article 31, de pouvoir commettre une commission spéciale quand il y va d'un intérêt majeur. Ça peut aller jusqu'à la commission d'enquête parlementaire. Donc j'aurais dit ici tout haut que le Parlement est un pouvoir et que le pouvoir du Parlement lui permet de se saisir de la crise tout comme l'exécutif. Et nous n'étions pas d'accord à l'Union démocratique du Cameroun parce que nous avions appris qu'il y avait des députés de toute tendance confondue appartenant au nord-ouest et au sud-ouest qui avaient été envoyés en mission entre-temps. L'Assemblée n'était pas au courant. Ça veut dire que on ne sait pas qui les a envoyés en mission. On n'a jamais eu leur rapport. On n'a jamais eu le rapport du gouvernement. Donc vous voyez que c'est inadmissible quand ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que nous disons que nous rêvons, we have a dream. Notre rêve, c'est que l'Assemblée puisse jouer pleinement son rôle. Votre deuxième question concerne l'autorité traditionnelle. Je vais vous faire savoir... Sur le développement de la file de Fumban, pas seulement sur l'autorité traditionnelle. Aujourd'hui, la dualité entre le sultan et le maire, n'est-ce pas, cette dualité fait en sorte que la ville ne fait que se désagréger. Et elle aujourd'hui même. Je ne sais pas si vous êtes allé à Fumban ces jours-ci et si vous avez vraiment compris le dynamisme. La commune de Fumban, dès 1996, avec l'impulsion du docteur Adamou Damjoya, avait décidé d'une espèce de décentralisation de facto. Ça veut dire qu'il avait compris qu'on ne peut pas faire sans compter sur l'adhésion des populations. Les populations adhèrent à la politique du maire. Les populations sont mobilisées pour les actions des communes parce que tous les conseillers municipaux sont choisis à travers des élections dans leur village. Ils représentent leur village, donc ils concourent au développement par rapport aux moyens qu'ils ont. La Fumban,
aujourd'hui a reçu un très important financement de la part. Le sultanat a levé le pied. Nous avons l'eau à Foumban, nous avons l'électricité à Foumban. Ces 2 derniers jours, si vous regardez même dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des équipements importants qui sont arrivés par rapport à la voirie municipale, et c'est ce qui était un problème pour nous. Foumban est une très belle ville, et Foumban, quand je vois ce qui se passe dans certaines communes de Yaoundé ici, je me demande toujours si tous ceux qui ont eu souvent l'idée de jeter l'opprobre dans nos villes regardent ce qui se passe dans la capitale. Quand il pleut ici à Yaoundé, on ne peut pas circuler. La poste centrale est complètement immergée. C'est inadmissible. À Foumban, quand il pleut, on peut circuler. Tout à fait. Et la troisième question de Soulé. Yaoundé a un super-maire. Vous comprenez un peu, Yaoundé a un super-maire, le délégué du gouvernement. Et puis par rapport à l'autorité traditionnelle, comme le président, le docteur Adamou Ndamjoya le dit toujours, il n'a vraiment aucune relation particulière ou problème particulier avec quelques autorités qui sont... Alors, lui, il est régi par les tests. Les tests qui le régissent, que ce soit avec les autorités administratives ou que ce soit avec les autorités traditionnelles, sont clairs. Et je vais vous dire ici qu'il a fait des réflexions pour reformer l'autorité traditionnelle au XXIe siècle. On se rend compte, c'est qui l'autorité traditionnelle dans notre pays? La Constitution du Cameroun reconnaît dans son article 2 les valeurs traditionnelles. Il n'est stipulé dans la Constitution nulle part autorité traditionnelle. Par contre, on parle de formation politique dans la Constitution. Article 3. Les formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Maintenant, où se placent les autorités administratives et les autorités traditionnelles dans notre pays? Vous savez, en 61, parmi ce qui a été dilué, comme la fédération, comme le fédéralisme a finalement été dilué, parmi ce qui a été dilué, c'est qu'à Foumban, en 61, on avait décidé qu'il y aurait une chambre des chefs traditionnels, à l'image de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Parce que notre pays est foncièrement traditionnel. S'il y avait une chambre des chefs traditionnels, comme ils avaient décidé à Foumban, les chefs traditionnels auraient un pouvoir, comme le pouvoir parlementaire. Ils auraient la latitude et ils ne seraient pas les auxiliaires d'administration auxquels ils ont été ravalés aujourd'hui. L'autorité traditionnelle dans une république n'a pas de pouvoir. Alors, il faut la crise anglophone, l'autorité traditionnelle aujourd'hui n'a pas de pouvoir. On l'a ravalé et c'est inadmissible. Parce que pour nous, on ne peut pas être en même temps autorité traditionnelle et être partisan. Est-ce que vous trouvez normal qu'un individu qui se réclame autorité traditionnelle d'un peuple, soit un chef, un partisan, et qu'il accepte de prendre une place de sénateur nommé contre 10 places de sénateurs qu'on aurait pu élire dans le département? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'un chef traditionnel puisse aller, par exemple, avec ses amis partisans, parce que c'est eux qui gouvernent au Cameroun, interdire que, par exemple, le maire de la ville de Foumban a un projet de marché de marché moderne ou de musée, d'espace structurant, parce que lui, il est en train de construire son musée familial. Alors la mairie n'a pas le droit d'avoir un musée, parce que lui, il a déjà un musée familial. Est-ce que vous trouvez que c'est la démarche d'un chef traditionnel? Normalement, c'est pas correct. Ou vous êtes politique, vous entrez dans la politique, ou vous êtes chef traditionnel et vous restez dans la tradition. Honorable, la crise anglophone. Maintenant, la crise anglophone, nous c'est clair, on a dit pas de sujet tabou. Il faut discuter, il faut qu'il y ait un dialogue. On est parti de ce qui s'est passé à Foumban en 61 et on a clairement vu qu'il y avait le dialogue, il y avait les méthodes de consensus, de concertation, qui sont des héritages que nous ont laissés ces pères fondateurs. Donc, quand il y a un problème qui se pose, le problème de la crise, c'est un problème de dialogue. C'est parce qu'on n'écoute pas. Mais vous parlez également de lâcher du lest. Qu'est-ce que vous entendez par lâcher du lest? Dans votre vous en appelez au dialogue, de lâcher du lest. Qu'est-ce que vous entendez par lâcher du lest? Oui, en fait, c'est une question de trop de centralisation. La décentralisation veut qu'on donne des pouvoirs aux régions. D'ailleurs, la Constitution n'est pas appliquée, puisqu'il aurait fallu qu'on ait des régions
dirigée par une assemblée régionale avec un conseil exécutif. L'UDC est donc pour la décentralisation ou bien pour le fédéralisme? Aujourd'hui, nous sommes très engagés, nous sommes des républicains. À l'heure actuelle, nous sommes ceux qui avons défendu le plus la décentralisation dans ce pays. Parce qu'en fait, c'est des formes. La régionalisation, la décentralisation... Vous avez compris, honorable. Vous êtes favorable à la décentralisation? Mais il ne faut pas s'arrêter au concept. À ce que les populations participent effectivement à l'aide au développement. Exactement, c'est la mobilisation, donner le pouvoir aux populations pour qu'elles adhèrent à une politique. Parce que le développement part des localités. Quelle est donc la forme de l'État que vous proposez? Quelle est donc cette forme de l'État que vous proposez pour que les populations participent? Nous sommes des républicains. Le Cameroun est un État uni et décentralisé. Et il faut évidemment que cette décentralisation soit effective. Tout à fait. Allez, honorable Tomano, Patricia Ndamjoya, deux petites questions parce que le temps nous tient malheureusement à la gorge. Que vous inspire les noms suivants? Paul Biya, en 30 secondes. Paul Biya, c'est le président de la République du Cameroun. Et Ibrahim Bombodjoya? C'est une personnalité de ce pays. Et c'est tout? Oui. Le sultan roi de Bamoun? Je suis une républicaine et je suis députée dans une circonscription. Et je viens de vous dire que pour moi, les autorités traditionnelles qui veulent bien qu'on puisse adhérer librement à leur autorité, qu'elles puissent départir du chapeau partisan. Très bien. On va essayer, c'est un exercice qui nous conduit vers la fin de cette émission. Ce sera la synthèse tout à l'heure d'Alain Ghislain Kanga. C'est tout de suite avec cette annonce, après cette respiration. Alain Kanga, bonsoir. Bonsoir, Lucien. Comme d'habitude, vous allez nous redire tout ce qui a été dit au cours de ces 90 précédentes minutes. Alors, je vais commencer par dire bonsoir à Patricia Ndamjoya. Bonsoir, monsieur Alain Alors, Kanga. ce qu'on retient de vos échanges, la Commission des finances est une chasse gardée du parti au pouvoir et l'UDC n'en fait pas partie, ce que vous avez jugé de pas normal. Votre voix n'a pas été entendue lors de l'adoption de la loi des finances, ce qui a causé votre courroux et votre geste, et vous n'avez jamais visé intentionnellement quelqu'un. D'ailleurs, vous voulez qu'on change les chevalets de l'Assemblée nationale à la place des appareils électroniques, comme ça se voit ailleurs. Vous n'avez pas à demander pardon à l'antenne, mais à monsieur Walang, et c'est plutôt le RDPC qui doit demander pardon pour tout le mal qu'il inflige au peuple. Comment accroître la productivité par rapport au nouveau budget adopté? C'est la question que vous auriez aimé poser lors de cette session. L'UDC aurait souhaité avoir une cour des comptes au lieu d'une chambre de comptes. On ne peut rien attendre de ce budget. Si le chef de l'État décide de la progression des activités des députés, vous ne savez pas si vous continuerez. Vous êtes député parce que vous avez été élu et non par une simple volonté du président national de l'UDC. L'UDC aura un candidat pour les élections 2018 et même si elle commence demain, vous dites être prêt. Le docteur Adamou Ndamjoya est un homme exceptionnel qui a présidé une cérémonie au Vatican en présence du pape. L'avez-vous encensé pour le Cameroun? Et vous pensez que le Cameroun devrait en profiter? L'UDC ne se réduit pas à son président. Le pouvoir n'est pas une clique d'amis qui se passent les postes, pour faire référence au RDPC. Sur la révision constitutionnelle, l'UDC a voté contre. Le dialogue doit être inclusif. Tant que la crise anglophone n'est pas débattue à l'Assemblée nationale, il y aura toujours un problème. Savoir-faire, savoir-être. C'est sur ce triptyque que repose la mission de votre parti politique, l'UDC. Et pour terminer avec vos préférences, vous consommez du café camerounais, vous l'avez qualifié d'excellent, votre grand-père est italien, il faisait du couscous avec du sel. Entre le spaghetti et le njapche, vous n'avez pas à choisir. Vous êtes une femme de foi, avez-vous fait savoir, frileuse que vous êtes, vous faites toujours tout pour ne pas avoir froid. Et je vais terminer par cette phrase: le sourire est gratuit et à l'UDC on le partage. Merci infiniment à vous, Alain Kanga. Vous partagez complètement tout ce qui a été dit et c'est des applaudissements Bravo. Qui prouvent bien que vous avez été, vous avez reconnu en les propos qu'il a si bien résumé. Honorable, vous avez un mot à dire ou alors vous vous taisez à jamais?
I prefer to do as you want. If you want me to keep quiet, I will do it. Okay? Ça c'est pour faire un clin d'œil aux Camerounais des zones anglophones.